Par contre, à l'est du Rhône et des Pyrénées au golfe du Lion, ciel plutôt bien dégagé, mais souvent plus mitigé sur la Corse et la côte d'Azur. Dans des températures cet après-midi semblables à celles d'hier, avec 10 à 14 degrés dans la moitié nord et 14 à 18 de la Loire aux Pyrénées et de la Bresse à la Méditerranée. Les prévisions Météo France de Jean-Michel Golinski. Bonsoir à tous, merci d'écouter France Info. Nous sommes en direct ensemble jusqu'à 20h pour une émission spéciale municipale. Nous serons en direct dans les principales villes de France avec nos reporters et envoyés spéciaux au Havre notamment, avec la candidature d'Édouard Philippe à Marseille, Tours, Lorient, Aix-en-Provence, Bourges et Montigny-le-Bretonneux. Décryptage des campagnes et sondages sont au programme. Bienvenue à tous, il est 19h. France Info, émission spéciale municipale, Noah Vallée. Le journal avec Enzo Romano, bonsoir. Bonsoir Noah, bonsoir à tous. Au programme de ce journal, un point sur le Covid-19. Effectivement, puisque nous avons notamment appris la première contamination dans une prison française, nous ferons le tour des mesures prises dans ces lieux haute sécurité. Également dans ce journal, des aides financières de l'État pour les entreprises touchées par ce virus et la dernière victoire de Martin Fourcade en biathlon après son annonce d'arrêter sa carrière à l'issue de la saison. Et puis juste avant de partir en région, faire le tour des principales villes de France avec nos correspondants, nous ferons le point sur le coronavirus en France et à l'étranger dans une dizaine de minutes. France Info. Nous commençons donc ce journal avec un premier détenu détecté positif au coronavirus en France. Il aurait été incarcéré à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne après sa contamination. Bonjour Stéphane Père, vous avez un peu plus d'informations. Oui, ce premier détenu infecté au coronavirus a été contrôlé positif à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où il est toujours hospitalisé. Il a été transféré dans cette unité médicale dès l'apparition des premiers symptômes. Une extraction de sa cellule qui s'est faite selon un protocole et des consignes de sécurité sanitaire très strictes, port de masque, etc., précise la chancellerie. Selon la direction de la prison de Fresnes, cet homme n'a pas été en contact avec d'autres codétenus depuis son incarcération le 8 mars dernier en raison de son âge et de son état de santé. Il avait été placé dans une cellule individuelle. Alors on ne sait pas à ce stade si sa contamination a eu lieu en milieu ouvert ou au sein de la prison. Hier, en tout cas, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a indiqué à la presse qu'une infirmière de Fresnes avait contracté le virus, mais le lien entre les deux contaminations n'est pas établi scientifiquement. Pas de foyer donc de coronavirus à Fresnes selon l'administration pénitentiaire, mais un cas isolé qui suscite évidemment de l'inquiétude parmi les détenus et le personnel de la prison. Un dispositif de suivi a donc été mis en place à Fresnes pour tous les surveillants qui ont été en contact avec le détenu infecté. Stéphane Père pour France Info. Dans le même temps, Olivier Véran, le ministre de la Santé, met en garde les Français contre l'utilisation d'anti-inflammatoires, d'ibuprofène, d'Advil, de Nurofen ainsi que de cortisone en cas d'infection, puisqu'il pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. Si vous êtes atteint de fièvre, privilégiez le paracétamol. Hier, le gouvernement a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. C'était auparavant 1000. Cette mesure est soutenue par bien d'autres, comme le déblocage de moyens financiers exceptionnels pour la santé, mais également pour les entreprises. Ces moyens se chiffreraient à plusieurs dizaines de milliards d'euros afin de tenter d'amortir le choc dû à l'épidémie de Covid-19. Pour l'économiste et chercheur du CRNS, Eli Cohen, le gouvernement a raison de mettre en place ces mesures. Le gouvernement a très bien réagi, il a pris immédiatement les 3 mesures clés. La première mesure clé, c'est de dire qu'on ne comptera pas les moyens pour le système de santé. Les hôpitaux ont les moyens nécessaires, on paiera ce qu'il faudra et on ne regardera pas la dépense. Premièrement. Deuxièmement, aide en trésorerie. Il ne faut pas que les entreprises meurent par accident parce qu'elles ont été étouffées par un manque de trésorerie. Donc les charges sont reportées, les crédits peuvent être différés et donc on fera ce qu'il faut en matière de trésorerie des entreprises. Ça, c'est le deuxième élément capital. Et puis le troisième élément, et là c'était très courageux de la part du gouvernement, c'est une indemnisation intégrale du chômage partiel. On a retenu la leçon de l'Allemagne de 2008-2009, le système de Kurzarbeit. C'est l'État qui prend en charge immédiatement et complètement les pertes de revenus liées au chômage partiel. Quoi qu'il en coûte ? Ah ben bien sûr, on ne regarde pas la dépense dans ces cas-là. On constatera ex post que le déficit a cru de 10, 20, 30, 40, 50 milliards et on verra après quoi faire. Mais sur le moment, on dépense sans compter.
Malgré Eli Cohen, chercheur du CRNS, qui était ce matin l'invité du 8h30 France Info. L'interview complète est à retrouver sur franceinfo.fr, sur l'application France Info, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Malgré les nouvelles mesures du gouvernement, une nouvelle manifestation déclarée des Gilets jaunes a eu lieu ce matin. 400 manifestants ont défilé entre la gare Montparnasse et Bercy. À la suite de celle-ci, la préfecture de police a annoncé avoir procédé à 25 interpellations et 64 verbalisations. France Info, 19h05, les festivités de la Saint-Patrick en Irlande devaient débuter ce week-end. Effectivement, Noah, mais le festival est annulé. Annulation due, vous l'aurez très certainement compris, au Covid-19. C'est un énorme coup dur pour le secteur de la restauration. Les fameux Irish Pub. Émilie Duvin est allée à la rencontre des commerçants du quartier de Temple Bar. L'annulation de la Saint-Patrick attriste Mathieu Mouret, un habitué de Temple Bar. Quand vous vivez à Dublin, c'est un gros événement chaque année. Ça amène 500 000 touristes. Alors oui, c'est dommage. Beaucoup de ces touristes ont renoncé à venir. Alan Campbell, patron du Bankers Bar, a déjà demandé aux 2/3 de son personnel de rester à la maison. Le chiffre d'affaires est en baisse de 60-70% ces 15 derniers jours. Tous les hôtels aux alentours sont vides. Si les hôtels sont vides, moi je n'ai personne non plus. À la Saint-Patrick, on fait une semaine de chiffre d'affaires en un jour. Il y aura quelques personnes en ville, mais ce sera très calme, un mardi ou un mercredi ordinaire. La pandémie pourrait avoir un impact comparable à la récession de 2008. C'est ce que craint Adrian Cummings. Il est président de l'association des restaurateurs. La Saint-Patrick marque le coup d'envoi de la saison touristique. Les hôtels se sont préparés, tout est nettoyé, repeint. On pense que 20 000 emplois pourraient être perdus, rien que dans la restauration. Le gouvernement doit nous aider, réduire la TVA, les impôts. La Saint-Patrick n'a été annulée qu'une seule fois dans son histoire, c'était en 2001 à cause de l'épidémie de fièvre afteuse. Dublin, Emeline Van, France Info. Au Mali, 2 otages occidentaux ont retrouvé la liberté après 15 mois de détention. Une Canadienne et son compagnon italien qui avaient été enlevés au Burkina Faso. Selon les premières informations, ils auraient réussi à s'échapper avant de rejoindre des casques bleus. Et nous terminons ce journal, Enzo, avec l'actualité sportive et le biathlon. Effectivement, et Martin Fourcade qui, 10 ans jour pour jour après sa première victoire en Coupe du Monde, remporte la poursuite de Kontiolahti en Finlande. En plus d'être la dernière course de la saison suite à l'annulation de la dernière étape, c'est également la dernière course du champion français. C'était un rêve éveillé pendant 10 ans et j'aurais pas rêvé de finir sur une meilleure note. J'aurais bien sûr aimé terminer à Oslo devant des milliers de fans dans le pays de mes meilleurs concurrents, mais voilà, c'est un beau signal de finir ici 10 ans jour pour jour après ma première victoire et voilà, le petit gamin des Pyrénées que j'étais qui est arrivé dans le monde du sport il y a 10 ans, il n'aurait jamais rêvé d'une telle aventure. Et je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu réaliser, extrêmement fier de la course du jour, j'ai rien à regretter. Et comme on dit chez nous, le roi est mort, vive le roi. Donc bravo à Johannes pour cette magnifique Coupe du Monde qu'il mérite amplement. Martin Fourcade, le plus grand champion olympique français après sa victoire tout à l'heure. Notons également que le biathlète n'était pas le seul sur le podium puisque 2 autres Français l'accompagnaient. Il s'agit de Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, respectivement 2e et 3e de cette même course. Très beau résultat chez les filles également avec Julia Simon qui remporte l'épreuve chez les femmes. Il est 19h08 sur France Info, nous retrouvons Noah Vallée pour l'édition spéciale. Merci beaucoup Enzo Romano, à tout à l'heure. Un petit mot du temps demain dimanche sur le quart nord-ouest. Le ciel restera bien gris, une nouvelle perturbation apporte un temps pluvieux sur la Bretagne en cours de matinée. Ces pluies s'étendent des Pays de Loire à la Manche en étant plus faibles. Au niveau des températures, dans l'après-midi on attend 11 à 16 degrés au nord de la Seine, 15 à 20 degrés ailleurs, jusqu'à 22 degrés dans le Béarn. Information coronavirus. Vous voulez voter ce week-end ? Voici les bons gestes à adopter. Lavez-vous les mains en entrant dans le bureau de vote et en le quittant. Restez à une distance raisonnable des autres électeurs. N'hésitez pas à venir avec votre propre stylo à encre noir ou bleu et votre bulletin de vote si vous l'avez reçu par courrier. Enfin, dans la mesure du possible, privilégiez les créneaux de moindre affluence, le milieu de matinée et le début d'après-midi. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du gouvernement. Oui, vous venez de prendre place à bord du SUV Mini Countryman, édition Longstone suréquipée. Toit ouvrant panoramique, Apple CarPlay, caméra de recul, à partir de 340 € par mois sans aucun apport, entretien inclus. Prenez le grand large.
Méné. Exemple pour un Mini Countryman suréquipé 102 chevaux en LLD 36 mois sans apport, valable jusqu'au 31 mars 2020. Existe en version hybride, conditions sur mini.fr. Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ? Point fort fiché, bien sûr. Et pour bien démarrer l'année, la TVA est offerte du 14 janvier au 1er février sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons. Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com. Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. France Info. Émission spéciale municipale. Noah Vallée. Dans un instant, nous ferons le point sur le coronavirus en France et à l'étranger. Juste avant de partir en région, retrouver nos correspondants pour l'élection municipale. Nous commencerons dans 10 minutes à Tours avec Antoine Ricard. Mais d'abord, il est 19h10, le fil info, c'est avec Enzo Romano. Nathalie Péchala est élue présidente de la Fédération française des sports de glace. En effet, le poste était vacant depuis la démission le mois dernier de Didier Gaillaguet, poussé vers la sortie après les différentes affaires d'agression sexuelle ayant touché le patinage français. Première contamination dans une prison française, c'est celle de Fresnes dans le Val-de-Marne. C'est un homme de 74 ans qui aurait été arrêté après sa contamination. De nouvelles mesures vont être mises en place dans les établissements pénitentiaires. C'est Nairo Quintana qui remporte l'édition 2020 du Paris-Nice, une édition quelque peu perturbée par le Covid-19. Les coureurs cyclistes sont pour l'instant en pause pour une durée indéterminée. Plusieurs motos et trottinettes brûlent actuellement boulevard Vincent-Auriol en raison de manifestations de gilets jaunes. Des gaz lacrymogènes sont lancés. Il est apparemment impossible de respirer. Plusieurs arrestations et des manifestants sont traînés au sol. France Info. Et tout est plus clair. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a communiqué ce soir le dernier bilan. Près de 800 nouveaux cas avérés ont été diagnostiqués depuis hier soir. Ça porte le bilan à 3661 personnes testées positives et 79 morts. Emmanuel Macron, confronté à la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle, il a annoncé jeudi soir la fermeture totale de l'ensemble des crèches, établissements scolaires à partir de lundi. Et il y a comme un air de vacances avant l'heure pour les plus jeunes. Ils ont poussé des cris pour certains à l'annonce par Emmanuel Macron jeudi soir de la fermeture des établissements, et les élèves apprennent peu à peu qu'ils vont devoir quand même apprendre depuis chez eux, à allure réduite mais court quand même. Alors comment s'organisent les écoles? Mawen Bordron s'est rendue dans une école de Seine-Saint-Denis près de Paris. Dernière sonnerie dans la cour de l'école avant plusieurs semaines. Les enfants ont bien compris qu'ils n'y remettraient pas les pieds tout de suite. Mamadou, 9 ans, a fait du tri dans son casier et il repart avec des devoirs donnés par sa maîtresse. Elle nous a donné des tables de multiplication parce qu'après, quand on va reprendre l'école, pour que le coronavirus y part, après on va apprendre les divisions et il faut qu'on apprend absolument nos tables de multiplication jusqu'à 9. Samira est venue chercher ses 4 enfants, elle est mère au foyer et c'est elle qui va assurer les cours pendant la fermeture de l'école. Je vais aider à leurs devoirs et je regarde avec les directeurs et leurs maîtresses s'il y en a un programme qu'on fait faire à distance et tout ça. Et voilà, on va chercher sur Internet si on trouve quelque chose. Cette mère de famille a Internet sur son téléphone portable, mais elle n'a pas d'ordinateur. Alors elle se demande si elle ne va pas devoir en acheter un, même si pour ça, elle doit payer en 3 fois. Je sais pas, je vais regarder. Mais si par exemple, il faut que j'achète un ordinateur, j'hésite pas. Il faut que j'avance. Pour mes enfants, il faut que j'avance. Il faut que je fais quelque chose. Autre solution envisagée par Madina, des réunions avec d'autres mamans et leurs enfants. Je vais voir avec les autres mamans, on va essayer de faire un petit groupe entre nous. On va voir, on a le numéro de téléphone de la maîtresse aussi. On peut la contacter. C'est dur, mais on n'a pas le choix, malheureusement. C'est dur et c'est bien ce qui inquiète les professeurs. Le ministre de l'Éducation nationale met en avant le recours aux classes virtuelles. Mais comment faire dans un département comme la Seine-Saint-Denis? La fracture numérique est une réalité qui n'a pas été prise en compte, selon Sylvie, une des enseignantes. Quand j'ai entendu pour la première fois parler du numérique, je me suis dit, mais moi, il y a la moitié de ma classe qui n'a pas d'ordi, quoi. Et j'en ai reparlé ce matin, et il y a des élèves qui me lèvent la main, qui sont un peu paniqués en mode maîtresse, on fait comment? Nous on n'a pas d'ordi, on a à peine les téléphones. Donc en fait c'est un peu compliqué, on ne sait pas quoi faire. Hors de question de creuser les inégalités avec la suspension des cours, c'est ce que pointe du doigt Karim, le directeur de l'école. Est-ce qu'il y aura la possibilité de donner des rendez-vous pour effectivement continuer à avoir un contact humain avec des familles avec lesquelles de toute façon nous n'aurons pas de contact numérique. Et on le sait déjà. Sans consigne claire ni solution adaptée, les élèves de cette école auront dans un premier temps une liste d'exercices à faire chez eux.
Et dans ce contexte, l'État est au chevet des entreprises, des mesures évaluées par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, à plusieurs dizaines de milliards d'euros pour faire face au coronavirus et ses conséquences. Pierre Pelouzet, médiateur des relations des entreprises rattachées au ministère des Finances, et il assure que le gouvernement donne à présent des consignes précises et prend des mesures concrètes pour les entreprises. Il y a des mesures très claires qui ont été prises par l'État, par le gouvernement. Je veux rappeler, parce que c'est important, déjà le décalage possible de tout ce qui est URSSAF et fisc, c'est important notamment aujourd'hui, puisqu'il y a des charges URSSAF qui doivent tomber là à mi-mars. Il est important que les entreprises demandent ces décalages. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire et ce sera décalé. Ça leur donnera une première bouffée d'oxygène. Deuxième chose, bien entendu, le chômage partiel qui a été amplifié, qui a été simplifié. Il y a un contact dans chaque région pour aider les entreprises à le mettre en œuvre. Il ne faut pas qu'elles hésitent à le faire. Il y a aussi, bien entendu, tous les prêts bancaires qui sont couverts par la Banque publique d'investissement. Donc tout ça, ça donne une première bouffée d'oxygène aux entreprises de la part de l'État. Après, il y a une deuxième chose qui est importante et sur laquelle je veux insister parce que c'est mon rôle de le faire, c'est aussi la nécessaire solidarité entre les entreprises. Et là, j'ai un petit peu plus de difficultés, un petit peu plus de doutes d'après ce qui me remonte. Donc l'idée, c'est de soutenir les entreprises et notamment leur trésorerie et d'augmenter les fonds d'indemnisation. Comment éviter justement, parce que c'est tout l'enjeu, que les plus petites d'entre elles ne soient pas les pires victimes de la crise actuelle? Il y a effectivement un appel à toutes ces petites entreprises à faire appel à toutes ces mesures gouvernementales. Il y a un deuxième appel que je fais, c'est aux grandes entreprises, aux grandes administrations à jouer le jeu, à jouer la solidarité envers les petites. Je vais vous donner 2-3 exemples qui me remontent parce que malheureusement ça ne va pas forcément dans le bon sens. Déjà des petites entreprises industrielles qui n'ont pas pu s'approvisionner à cause de la Chine, à cause de l'Italie, qui donc sont en rupture de stock, qui ne peuvent pas livrer leurs grands clients et les grands clients leur mettent des pénalités de retard. Je pense que ça n'est pas la bonne méthode. Il faut s'asseoir, il faut se parler et le médiateur des entreprises est là pour les aider. Il faut qu'il y ait une discussion intelligente. Deuxième exemple qu'on trouve aussi, tous ces événements qui sont annulés par les grandes entreprises, à juste titre souvent, mais elles sont annulées de manière brutale, sans aucun déménagement. Moi, je préférais là aussi... Vous ne parlez pas des spectacles, là, vous parlez des séminaires. Je parle des séminaires, je parle des petits congrès, je parle des rassemblements d'entreprises. Encore une fois, on peut comprendre, et d'autant plus maintenant que ça soit annulé, mais encore faut-il le faire bien, en dédommageant, peut-être en faisant des avances pour qu'elles puissent tenir jusqu'à ce que l'événement soit renouvelé. Alors, solidarité, comme le disait le chef de l'État, se serrer les coudes entre, finalement, entreprises sous-traitants, entre clients et fournisseurs. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf, de penser que dans un secteur par définition concurrentiel et compétitif, avec aussi beaucoup d'entreprises déjà étranglées par d'autres dettes, d'autres problèmes financiers, est-ce que vous pensez vraiment que la solidarité peut s'imposer ? J'espère. En tout cas, s'il y a un moment dans notre histoire économique où il faut que la solidarité joue, c'est probablement dans ces moments de crise. Pour être très transparent, je vois des entreprises qui jouent le jeu. Je vois des entreprises, comme je le disais, qui vont décaler une prestation, que ce soit une prestation de conseil, une prestation d'accompagnement, mais qui vont dire « je vous paye quand même une partie maintenant, même si on fera la prestation au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre ». Malheureusement, j'en vois d'autres qui font le contraire. On peut même aller plus loin. Il y a un levier que possèdent toutes ces grandes entreprises, parce que certaines d'entre elles vont encore très bien, et tant mieux, qui est un levier, j'allais presque dire magique, pour sauver tout un tas de petites entreprises, ce sont les délais de paiement. Toutes ces factures qui sont dans ces grands groupes, dans ces grandes administrations, n'attendons pas les 60 jours traditionnels pour les payer, payons-les tout de suite. Si on donne 30, 40, 50 jours de trésorerie tout de suite à ces PME, TPE, on leur permettra de passer la crise et c'est le moyen le plus simple de le faire. Pierre Pelouzet, comme vous êtes là, faisons du concret. Plus d'indemnisation, fonds de solidarité, report des charges sociales et fiscales, facilité pour les emprunts grâce à la Banque publique d'investissement. Qui est concerné ? Qui peut faire une demande? Comment ça se passe concrètement? Toutes les TPE, PME, artisans, toutes les petites entreprises, les commerces qui sont confrontés à cette crise peuvent immédiatement demander un décalage de leur URSSAF et de leur charge fiscale. Voilà, une simple demande, un simple mail. Normalement même, l'URSSAF, le fisc ont été proactifs et ont écrit à toutes ces entreprises. Si elles ne l'ont pas fait, de toute façon, vous y avez droit. Sur simple demande, on décalera vos charges fiscales, vos charges sociales. Si vous avez un emprunt, si vous avez un prêt, si vous avez une difficulté, la BPI couvrira cet emprunt jusqu'à hauteur de 100%. S'il y a la moindre difficulté par rapport à ça, le médiateur du crédit qui est placé à la Banque de France peut vous aider, n'hésitez pas à le saisir. Le chômage partiel, extrêmement simplifié. Vous avez des contacts dans chaque direct. Alors, si vous ne trouvez pas l'adresse de la directe sur le site économie.gouv, dans le site du gouvernement, vous avez la liste des points de contact. Vous pouvez les contacter. Il y a leur téléphone, il y a leur mail. Et c'est eux qui vont vous aider à mettre ça en place le plus simplement possible et ce sera très largement couvert puisque les montants ont été rehaussés. Voilà, des mesures immédiates, simples. Vous avez parlé d'un fonds de solidarité, c'est en cours, ça reviendra un tout petit peu plus tard, mais c'est en cours.
parce que ce fonds de solidarité va aider les plus fragiles, celles qui, malgré tout ça, ne seront pas arrivées à s'en sortir. Encore une fois, on va aussi les aider. Pierre Pelouzet, médiateur des relations des entreprises au ministère de l'économie. Il était l'invité de Matteo Maestrati. Information coronavirus. Vous voulez voter ce week-end? Voici les bons gestes à adopter. Lavez-vous les mains en entrant dans le bureau de vote et en le quittant. Restez à une distance raisonnable des autres électeurs. N'hésitez pas à venir avec votre propre stylo à encre noir ou bleu et votre bulletin de vote si vous l'avez reçu par courrier. Enfin, dans la mesure du possible, privilégiez les créneaux de moindre affluence, le milieu de matinée et le début d'après-midi. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du gouvernement. France Info. Émission spéciale municipale. Noah Vallée. Vous écoutez France Info. Dans un instant, nous partons au centre de l'Hexagone retrouver Antoine Ricard pour faire le point sur l'élection municipale. C'est juste après le fil info à 19h20. C'est avec Enzo Romano. Le Louvre, musée le plus visité au monde, ferme ce vendredi jusqu'à nouvel ordre. Les deux expositions Albrecht Adorfer et de Donatello à Michel-Ange sont remportées. Annonces d'hier qui sont suivies par une avalanche d'autres annonces de fermeture et de report. Le festival de Cannes est lui aussi menacé. Dans le même temps, les restrictions sur les voyages se multiplient. Il est impossible par exemple d'aller aux États-Unis. États-Unis où Donald Trump, le président américain, s'est fait dépister. Les résultats devraient être connus dans très peu de temps. Jean-Michel Blanquer précise que les colonies de vacances et d'accueil périscolaire ou extrascolaire seront annulées pour les vacances de printemps, mais qu'à ce stade, rien n'est annulé pour les vacances d'été. Si vous prenez des anti-inflammatoires et que vous êtes contaminé par le coronavirus, évitez de les prendre, cela pourrait être facteur d'aggravation ou d'infection. France Info. Et tout est plus clair. Nous partons dans le centre de la France, terre de Balzac et autres tramways zébrés. Bonsoir Antoine Ricard. Bonsoir. Antoine, vous êtes notre correspondant France Info en région Centre-Val-de-Loire. À Tours précisément, le scrutin de dimanche pour les élections municipales s'annonce assez donc inédit. En effet, Noah. Les élections tourangelles vont être scrutées de près, pas moins de 11 listes, un véritable record. Tours figure même parmi le top 20 des villes françaises avec le plus de candidatures. Le maire sortant, Christophe Boucher, est candidat à sa réélection et face à un dissident qui a été dans son équipe avant de la quitter sous un coup d'éclat merveilleux, l'ex-adjoint au sport Xavier Datteux. Opposant au maire très virulent au conseil municipal, Emmanuel Denis, affiché comme Europe Écologie Les Verts, mène une liste d'union de la gauche et des écologistes. La République En Marche envoie Benoît Pierre, un universitaire spécialisé en histoire. Nicolas Gautreau affiche sous l'étiquette des Indépendants et le Rassemblement National investit Gilles Godefroy, déjà élu en 2014 mais n'ayant jamais réussi à atteindre le second tour. D'autres listes évidemment, comme celle de Claude Bourdin qui est sous la bannière C'est au tour du peuple, qui se réclame comme de la vraie gauche. Deux candidats d'hiver gauche, c'est-à-dire Mickaël Cortot avec un projet citoyen pour Tours et Philippe Lacaille avec Tours Mouvement. Une liste d'avocats engagés contre la réforme des retraites derrière Carole Charrier, qui est la seule femme tête de liste du scrutin, c'est à signaler. Et enfin Thomas Joanneau avec le parti Lutte Ouvrière. Alors l'échiquier politique penche plutôt à droite, mais cela n'est pas non plus transcendant, Antoine. Oui, c'est un euphémisme, Noah. La droite a remporté les dernières élections datant donc de 2014 avec Serge Babary, un entrepreneur qui s'affichait comme étant maire à 100% mais qui avait préféré, quelques mois après son arrivée à l'hôtel de ville, partir au Sénat. Depuis le décès de Jean Germain, ancien maire et figure de la gauche socialiste locale, cette dernière voudrait donc prendre sa revanche avec Emmanuel Denis, étiqueté Europe Écologie, avec une grande alliance du PS, des Verts, des Radicaux, bref, une liste qui aura mis des mois avant de s'accorder pour être unie. D'ailleurs, selon les sondages locaux, c'est Emmanuel Denis qui serait en tête devant le maire actuel Christophe Boucher, qui espère être élu, enfin pour la première fois, sous son propre nom pour la première fois après avoir pris les rênes en cours de route. Reste à voir combien de listes dépasseront 10%, et pourront donc se maintenir au second tour, mais aussi combien feront plus de 5%, ce qui leur permettrait de fusionner avec une autre candidature. On imagine d'ailleurs que Benoît Pierre, outsider de LREM, ne devrait pas dépasser les 10%, sous fond de 49.3 après une campagne de communication par SMS et appel téléphonique assez décriée auprès des Tourangeaux. Alors pour cette jeune métropole de Tours, quelles sont les grandes lignes qui ont rythmé la campagne ? Eh bien ici à Tours on parle beaucoup de sécurité. Les trafics de drogue et les agressions en centre-ville remontent régulièrement parmi les inquiétudes des métropolitains. Beaucoup de candidats veulent renforcer les effectifs de la police municipale pour atteindre entre 120 et 130 voire 150 agents.
D'autres candidats privilégient le recrutement de médiateurs. La question des caméras de surveillance fait elle aussi débat. Il y a un candidat qui veut complètement les supprimer, plusieurs qui en veulent un peu plus, et même un qui veut les doubler, avec également un drone pour faire de la surveillance depuis les airs. Cependant, avec un centre-ville qui est bien trop minéral, c'est aussi le concours des idées environnementales, Noah. Combien d'arbres? Qui fera le plus d'espace vert? Mais moult candidats parlent également d'un réseau cyclable express sort de RER métropolitain à pédales. Le tramway agite aussi les questions avec des idées farfelues de trambus sur rail et pneus à hydrogène, des déviations de lignes, d'autres qui n'en veulent pas, d'autres qui refusent l'idée de faire un tram sur rail. Pour éviter les arbres du boulevard Béranger, la grande artère centrale magnifique du centre-ville de Tours, et quelques-uns veulent également modifier le tracé pourtant adopté il y a plusieurs mois. Les Tourangelles et Tourangeaux sont pourtant majoritairement favorables au tramway, ce dernier étant apparu en 2013 et montrant déjà des signes de saturation. D'autres marottes sont aussi en échange, comme la dette toujours extrêmement élevée de la ville, le futur des halles centrales, des gymnases et écoles dans un triste état, le dynamisme de la culture, le devenir de tous les bords de Loire évidemment, le possible déménagement du CHU Bretonneau vers le grand CHU Trousseau situé en périphérie. Le scrutin c'est donc complexe et les bureaux de vote dimanche fermeront à 19h avec les demandes de la mairie de venir voter avec son propre stylo et aux heures creuses sur fond de pandémie du Covid-19. Noah. Antoine Ricard, Tours, France Info. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire des élections municipales de Tours. Nous partons en direction des Bouches-du-Rhône maintenant, à Marseille, où Jean-Claude Gaudin a décidé de ne pas se représenter pour ce mandat. Un grand changement donc pour les Marseillaises et les Marseillais. Flavio Paranello. C'est un changement qui va s'opérer dans la vie politique marseillaise depuis plus de 25 ans. C'est Jean-Claude Gaudin qui est maire de la cité phocéenne. Il a décidé de ne pas se présenter aux élections municipales du 15 mars. C'est donc la tête de liste des Républicains, Martine Vassal, qui décide de récupérer le flambeau. Aujourd'hui, les intentions de vote sont de 23% en faveur de la candidate républicaine. Un programme ambitieux, plus de 200 mesures sont proposées pour un coût de 9 milliards d'euros. Il y a un coût qui a été évalué parce que c'est un programme sérieux, donc avec un coût de 9 milliards sur la totalité de la politique et de la vision qui est proposée, avec une partie importante sur les transports qui est de 3 milliards. L'ancienne adjointe au maire de Jean-Claude Gaudin est créditée donc de 23% des suffrages. Elle est talonnée par les listes du Rassemblement national porté par Stéphane Ravier qui obtiendrait 22% des voix. Le sénateur républicain Bruno Gilles, ancien maire du 3e secteur de Marseille, recueille quant à lui 7% des intentions de vote. Une candidature déposée très tôt selon lui et selon les autres familles politiques. D'où ma décision d'être candidat très tôt. Certains de mes amis politiques disaient qu'il fallait attendre. Moi, je pense qu'il faut partir assez tôt pour être en campagne sur le terrain pendant ces 18 mois. À gauche, l'issue de la compétition reste incertaine. Le Parti socialiste, le Parti communiste et la France insoumise, réunis sous les couleurs du printemps marseillais, récoltent 16% des intentions de vote. Sous la houlette de la conseillère départementale Michèle Rubirola, élue Europe Écologie Les Verts en retrait de son parti, le printemps marseillais devance de peu le candidat écologiste Sébastien Barle, investi par Europe Écologie Les Verts. Parmi les attentes des sondés, la propreté et la précaution majeure des Marseillais qui en font la priorité du prochain mandat. Ce sujet est évoqué par 59% d'entre eux. C'est plus du double de ce qui est observé dans les autres villes françaises où le sujet n'est cité en moyenne que par 30% des personnes interrogées. La sécurité est le deuxième domaine mis en avant par les habitants à 48%, devant l'environnement et la lutte contre la pollution à 31%. Les transports en commun et le logement sont à 27%. Voilà donc un scrutin indécis et incertain dans le cœur des Marseillais, un sondage effectué par nos confrères de France Bleu Provence. Flavio Parinello à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Les éditions Radio France présentent Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Comment le mythe de la sorcière a-t-il évolué à travers les âges ? Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres. Autrefois crainte et persécutée, aujourd'hui savante et indépendante. Une histoire de femme dont les pouvoirs dérangent. Les Sorcières de Céline Duchesnay, un livre illustré, coédité par France Culture.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gamme respectueuse de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr. Les prévisions Météo France de Jean-Michel Golinski. Du soleil pour la moitié sud, mais nuages et pluies faibles au programme de la journée, du nord de la Loire au nord de la Seine, avec une certaine embellie à signaler cet après-midi pour la Bretagne, les Pays de la Loire et la basse Normandie. Plus bas de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers le centre, le Massif central et le nord-est, ciel assez variable dans l'ensemble, avec une alternance de nuages et d'éclaircies et possiblement quelques gouttes ce matin de la Bourgogne à l'Alsace et à la Franche-Comté. Par contre, à l'est du Rhône et des Pyrénées au golfe du Lion, ciel plutôt bien dégagé, mais souvent plus mitigé sur la Corse et la côte d'Azur. Dans des températures cet après-midi semblables à celles d'hier, avec 10 à 14 degrés dans la moitié nord et 14 à 18 de la Loire aux Pyrénées et de la Bresse à la Méditerranée. Merci d'écouter France Info. Nous continuons notre tour de France. Dans un instant, nous serons à Lorient avec Honoré Le Bouedec. Bienvenue à tous, il est 19h30. France Info, émission spéciale municipale, Noah Vallée. Et toute l'info avec Enzo Romano. Bonsoir Noah, bonsoir à tous. Nous commençons ce journal avec un message de prévention. Olivier Véran, le ministre de la Santé, met en garde les Français contre l'utilisation d'anti-inflammatoires, d'ibuprofène, d'Advil ou de Nurofen, ainsi que de cortisone en cas d'infection, puisqu'il pourrait être facteur d'aggravation de l'infection. N'oubliez pas que si vous êtes atteint de fièvre, privilégiez le paracétamol. Le ministre de la Santé qui annonce également 18 nouvelles victimes et 800 nouveaux cas, portant le bilan à 79 morts et plus de 3600 atteints en France. Les grandes enseignes assurent qu'il n'y a pas de pénurie structurelle. Auchan, par exemple, tente de rassurer ses clients en leur envoyant des emails pour leur expliquer que malgré quelques rayons vides, des entrepôts permettent de ravitailler les magasins pendant plusieurs mois. Dans le même temps, les restrictions sur les voyages se multiplient. Il est impossible, par exemple, d'aller aux États-Unis où Donald Trump, le président, s'est fait dépister tout à l'heure. Les résultats devraient être connus dans les heures qui suivent. Une première contamination dans une prison française, la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. C'est un homme de 74 ans qui aurait été arrêté après sa contamination. De nouvelles mesures vont être mises en place dans les établissements pénitentiaires. Voici plus d'explications. Oui, ce premier détenu infecté au coronavirus a été contrôlé positif à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où il est toujours hospitalisé. Il a été transféré dans cette unité médicale dès l'apparition des premiers symptômes. Une extraction de sa cellule qui s'est faite selon un protocole et des consignes de sécurité sanitaire très strictes, port de masque, etc., précise la chancellerie. Selon la direction de la prison de Fresnes, cet homme n'a pas été en contact avec d'autres codétenus depuis son incarcération le 8 mars dernier en raison de son âge et de son état de santé. Il avait été placé dans une cellule individuelle. Alors on ne sait pas à ce stade si sa contamination a eu lieu en milieu ouvert ou au sein de la prison. Hier, en tout cas, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a indiqué à la presse qu'une infirmière de Fresnes avait contracté le virus, mais le lien entre les deux contaminations n'est pas établi scientifiquement. Pas de foyer donc de coronavirus à Fresnes selon l'administration pénitentiaire, mais un cas isolé qui suscite évidemment de l'inquiétude parmi les détenus et le personnel de la prison. Un dispositif de suivi a donc été mis en place à Fresnes pour tous les surveillants qui ont été en contact avec le détenu infecté. Nathalie Péchala prend la tête de la Fédération française des sports de glace après Didier Gaillaguet qui avait été poussé vers la sortie après les différentes affaires d'agression sexuelle ayant touché le patinage français. Noah Vallée, c'est à vous pour la suite de l'édition spéciale. C'était l'info avec Enzo Romano, on vous retrouve dans une demi-heure. France Info. On s'intéresse maintenant à la ville de Lorient, dans le Morbihan, où le maire sortant ne se représente pas. 57 000 habitants et 3e métropole bretonne. Honoré Le Bouedec, les enjeux et les candidats sont donc multiples. En effet, situé dans le sud Morbihan, en Bretagne, Lorient est aussi le 2e port de pêche français, le premier pôle de course au large en Europe et capitale interceltique tous les étés avec son festival. Alors, pour prendre la place de Norbert Métairie, le maire socialiste depuis 1998 qui ne se représente pas, 8 personnes sont candidates, dont 2 adjoints de la mandature actuelle qui s'opposent entre eux. Il y a d'abord Laurent Tonnerre, de la majorité sortante, donc dissident, qui lui a été investi par La République En Marche. Il est satisfait tout de même du bilan que dresse Norbert Métairie. Tout naturellement, j'assume le bilan de Norbert Métairie puisque j'y ai pris toute ma part.
Je suis élu depuis 2001. J'ai été successivement en charge de la politique des quartiers, des centres sociaux, puis de la vie associative. C'est un bon bilan ? Enfin, oui, c'est un bon bilan. J'ai soutenu l'ensemble des projets qu'on a pu mener. Aujourd'hui, de la transition énergétique. C'est une très grande fierté d'avoir servi la ville. Je suis surtout très fier du travail qu'on a pu réaliser auprès de Norbert et des équipes qui ont pu suivre. Aujourd'hui, il faut ouvrir un nouveau cycle. Je veux l'incarner pour faire autrement, innover, parce que c'est aussi des nouvelles générations qui vont demain gérer la collectivité. Mais c'est une vraie source d'inspiration, le travail qui a été mené. Laurent Tonnerre qui répondait à Robin Durand de France 3 Bretagne. Bruno Blanchard, quant à lui, est soutenu par le maire sortant, qui est d'ailleurs en dernière position sur sa liste Bien Vivre à Lorient. Il ne croit pas apporter de confusion dans l'élection. Je pense que le paysage est clair, s'est éclairci avec la présentation de la liste et avec le soutien de Norbert Métairie et avec le nombre d'élus qui est sur notre liste. Il y a 14 élus sortants, donc on a réussi à créer le rassemblement au sein de la majorité en place. Voilà, après, il y a des divergences politiques aujourd'hui. Forcément, on revendique le bilan, on porte le bilan, mais ça doit être un bon bilan parce que tout le monde veut s'approprier. Face à ses ex-alliés, Damien Girard et ses colistiers de Lorient en commun, divers gauche soutenus par Europe Écologie Les Verts, il mène une liste plurielle. Voici ce qu'il répond quand on lui demande si, une fois élu, une telle majorité n'est pas un peu compliquée à gérer. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre, évidemment. Mais c'est à l'image de l'ensemble de la gauche, qui est une gauche qu'on disait dispersée, façon puzzle, et qu'on a su rassembler, que j'ai su rassembler derrière un renouveau autour de l'écologie. Et clairement, personne ne sera majoritaire au sein de cette nouvelle majorité, mais c'est extrêmement intéressant, puisque ce qu'on peut reprocher quand même à Norbert Métairie, c'est une gouvernance solitaire. Moi, je veux être le maire de l'intelligence collective, et donc déjà, au sein de cette majorité, au sein de cette liste, on a appris à fonctionner avec différentes minorités. Personne n'est majoritaire tout seul. Ça veut dire qu'il y a plus de débats et on fait plus appel à l'intelligence collective. Damien Girard, donc soutenu par Europe Écologie Les Verts. En course, il y a aussi Fabrice Loher, l'historique opposant à la majorité actuelle, candidat avec sa liste Unition Lorient de divers droites. Si le bilan était aussi bon que cela, on aurait aujourd'hui une seule liste issue de la majorité municipale, ce qui n'est évidemment pas le cas et montre quand même l'ampleur du travail qui reste à réaliser pour que Lorient retrouve une certaine prospérité. Moi, la logique de la présentation de ma liste, c'est une logique de rassemblement de compétences. La liste Unition Lorient n'est pas le fruit d'accords entre appareils politiques. On a Vous êtes soutenu par des partis ? Bien entendu, mais on a rassemblé d'abord des compétences en matière économique, en matière de commerce, en matière de transition écologique, de sécurité, de sport, de solidarité. C'est ça qui compte. On a un vrai projet pour Lorient et pour le territoire, un vrai projet, une belle équipe. Et moi, je veux effectivement demain incarner une autre façon de concevoir la fonction de maire, être le maire de tous les Lorientais, c'est-à-dire réconcilier quelque part l'esprit d'entreprise qui est nécessaire pour financer demain nos politiques publiques, créer des emplois, avec l'esprit de solidarité qui, c'est vrai, est nécessaire dans une ville qui, je le rappelle, et c'est le bilan, touche quand même, pour la misère économique et sociale, un Lorientais sur 5. Jean-Philippe Olivieri, lui, mène une liste qu'il dit citoyenne, comme son nom Énergie Citoyenne l'indique. Il est président d'une radio locale du Pays de Lorient et il espère incarner une nouvelle gouvernance. Pour lui, il y a un système régi par la gauche actuellement. Depuis, non pas 2001, mais depuis 1965, où chaque fin de mandat, le maire démissionne, laisse son premier adjoint devenir maire, etc. Et on a 3 listes socialistes. On a la liste officielle de Damien Girard, avec Gaël Estradi comme numéro 2, qui est également conseillère départementale en binôme avec Laurent Tonnerre. On a les socialistes de droite qui sont avec Laurent Tonnerre, macronistes. Et on a les socialistes dissidents, et même officiels, quelque part aussi, puisque Norbert Métairie, qui est socialiste, est sur sa liste. Jean-Philippe Olivieri, candidat avec sa liste Énergie Citoyenne. Christian Mouton et ses colistiers d'Aimé-Lorient incarnent le Rassemblement national. Il y a 2 choses qui sont importantes, l'emploi et la sécurité. L'emploi, et la sécurité, ça va ensemble. On sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices, et donc s'il y a du travail, il y aura moins de délinquance. La délinquance est faite du fait que voilà, les gens n'ont pas de boulot, ils sont à la sortie des écoles. L'emploi, alors, c'est quelque chose qui n'a pas été recherché spécialement par même pas du tout d'ailleurs, par la municipalité précédente, par les municipalités précédentes. Hassan Dibès est également candidat. L'ancien socialiste de 45 ans, fâché avec la majorité sortante depuis 3 ans, travaille lui aussi à monter une liste citoyenne hors des clivages.
Enfin, Lorient Nouvelle Ère avec David Grégoire en tête. Si la liste n'a pas d'étiquette, elle veut rassembler la droite modérée et le centre. Rien n'est donc sûr pour Lorient, bien qu'on peut admettre que les listes de gauche sont favorites, du fait qu'elles dirigent historiquement la ville. On rappelle que les élections municipales, c'est ce dimanche. Honoré Le Bouedec à Lorient, et tous les candidats que vous avez entendus dans le reportage ont été interrogés par Robin Durand de France 3 Bretagne. Information coronavirus. Vous voulez voter ce week-end ? Voici les bons gestes à adopter. Lavez-vous les mains en entrant dans le bureau de vote et en le quittant. Restez à une distance raisonnable des autres électeurs. N'hésitez pas à venir avec votre propre stylo à encre noir ou bleu et votre bulletin de vote si vous l'avez reçu par courrier. Enfin, dans la mesure du possible, privilégiez les créneaux de moindre affluence, le milieu de matinée et le début d'après-midi. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du gouvernement. France Info. Émission spéciale municipale, Noah Vallée. Dans un instant, nous repartons dans les Bouches-du-Rhône rejoindre Flavio Parinello qui nous attend à Aix-en-Provence. Et puis juste après, nous serons au Havre avec François Lefebvre. D'abord l'info, il est 19h40, c'est avec Enzo Romano. Ce que nous observons, c'est d'une part une accélération de la diffusion du virus et dans certains territoires une augmentation très importante des personnes en réanimation. Déclaration à l'instant d'Édouard Philippe, le Premier ministre français, alors que 18 nouveaux morts en France ont été annoncés ce soir par le ministre de la Santé Olivier Véran. Dans son communiqué, le ministre précise que près de 800 nouveaux cas avérés ont été diagnostiqués depuis jeudi soir, portant le bilan à 3661 personnes testées positives, ainsi que 79 morts. En Irak, une base américaine, de nouveau la cible de roquettes, 3 jours après une attaque mortelle lors de laquelle 2 soldats américains et un Britannique avaient été tués. Les États-Unis ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes ayant visé, selon Washington, des bases des brigades du Hezbollah. Vladimir Poutine a signé la vaste réforme constitutionnelle lui accordant notamment le droit d'effectuer 2 mandats supplémentaires. Cette nouvelle loi de 68 pages lui accorderait le droit de briguer la présidence en 2024 en 2030, mais elle doit avant tout être définitivement approuvée lors d'un vote populaire prévu le 22 avril. France Info. Et tout est plus clair. On continue notre tour de France pour faire le point à la veille des élections municipales. Nous sommes maintenant à Aix-en-Provence, ville de 143 000 habitants, 24e ville de France. 10 candidats sont en compétition. Les enjeux pour le scrutin municipal de demain sont donc importants, Flavio Parinello. À moins d'un jour du premier tour, 10 candidats en liste pour devenir le futur maire d'Aix-en-Provence. Sylvain Dijon, directeur de campagne de Marie Joissin, candidate Les Républicains et maire sortante. Nathalie Chuveillard pour le Rassemblement National ou même Mohamed Lakila pour le Modem ont débattu le mercredi 4 mars durant 60 minutes. Des échanges parfois tendus ont tourné autour de 3 thèmes, le logement, les transports et la métropole Aix-Marseille. Nathalie Chuveillard pour le Rassemblement National et contre la métropole, écoutez. Nous sommes le seul parti à être contre la métropole, à défendre le triptyque État, département, commune. Et Marie Joissin a clairement échoué dans son opposition face à la métropole. Les transports étaient aussi l'un des principaux sujets de discussion et Sylvain Dijon de l'Union de la droite présente ses propositions pour la ville d'Aix-en-Provence. Et vous le savez, sont les 2 autoroutes qui effectivement traversent la ville. Et ça, le maire d'Aix-en-Provence et aucun des candidats n'y peut quelque chose. Pour ce qui est du transport, Marie Joissin a eu dès le début de son premier mandat une vision qui a été très claire et courageuse, une vision politique qui a été de redéfinir la place de la voiture en ville, donc en piétonnisant partiellement le centre-ville et avec une politique ambitieuse dès le début de son premier mandat de parking relais à l'extérieur de la ville. Et elle a mis en place les premiers réseaux de transport collectif avec ce BHNS. Il faut aujourd'hui aller plus loin, poser les bases d'une ville durable qui nous permet aujourd'hui d'envisager quelque chose d'encore mieux, d'encore meilleur, qui laissera la place à la mobilité douce. Vous avez parlé des pistes cyclables. Chaque candidat peut dire qu'il va en faire 100, 200, 500, 1000 km. Il y a des réalités, c'est qu'en requalifiant les voies qu'on va pouvoir faire tout cela, qu'on va pouvoir développer le BHNS encore, un réseau également de BHNS pour désengorger le pôle d'activité des Milles jusqu'à la Durande par le platelage et également
laisser place à la mobilité douce grâce au parc naturel urbain sur le sud de la ville et au centre de la ville jusqu'à la Constance. Et les logements étudiants et sociaux ont occupé la première partie du débat aixois. Sylvain Dijon a défendu la politique de Marie Joissain, évoquant les derniers projets de rénovation urbaine. Je vous propose d'écouter quelques étudiants que nous avons rencontrés. Toi, concrètement, ton loyer te coûte combien? Mon loyer il est de 550 €, 780 €. Moi, j'ai un 12 mètres carrés et je suis à 430 € du coup, donc c'est relativement cher, je trouve. Moi, je vis dans une colocation, donc mon loyer coûte 550 € par mois, sans compter l'électricité vu que c'est la proprio qui paye. Voilà une question qui rythme la vie politique aixoise, tour à tour. Mohamed Lakila du Modem, Marc Pénat des Divers Gauche, Dominique Sasson, Europe Écologie Les Verts et Anne-Laurence Pétel, La République En Marche ont critiqué la politique mise en place avec le déficit de logements sociaux et étudiants. Chacun a des arguments pour atteindre le quota de 25% de logements sociaux. À Aix-en-Provence, le dépouillement est le résultat de ces votes, mais l'ensemble des candidats sous tension. Flavio Parinello, correspondant dans les Bouches-du-Rhône pour France Info. Et actuellement, le Premier ministre est en train de s'exprimer. Il annonce la fermeture de tous les lieux publics. Plus d'infos à retrouver dans le fil info de 19h50 avec Enzo Romano. Tout d'abord, traversons la France. Nous sommes maintenant en Normandie, dans la Seine-Maritime. Bonjour François Lefez. Bonjour Noah Vallée. Vous êtes notre correspondant pour les municipales au Havre. Quels sont les enjeux de l'élection dans la ville normande? Au Havre, les enjeux municipaux sont grands. À l'embouchure de la Seine, c'est une ville prestigieuse avec son fameux port, son architecture qui la place au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi ses nombreux lieux culturels comme le volcan ou le musée Malraux. On y goûte en tout pas moins de 170 000 Havrais. L'enjeu politique de cette élection est lui plus que majeur, puisque c'est le fief d'Édouard Philippe, maire depuis 2010 et actuel Premier ministre, qui compte bien évidemment remporter cette élection. Puisque vous nous parlez des candidats, est-ce que vous pouvez nous les lister rapidement? Au Havre cette année, afin de pourvoir les 61 postes en lice, 7 listes se sont présentées. Dans l'ordre du tirage au sort, on compte tout d'abord la liste Le Havre Écologie Demain commence aujourd'hui d'Alexis Dec, liste Europe Écologie Les Verts qui a le soutien du PS, la liste Rassemblement National Le Havre de Frédéric Goussard, la liste Le Havre Citoyen avec Jean-Paul Lecoq, le candidat du PCF qui est soutenu par la France Insoumise, la liste Le Havre, c'est la liste d'Édouard Philippe donc, le candidat La République En Marche, lutte ouvrière faire entendre le camp du travailleur avec Magali Cauchois, le Havre animaliste de Béatrice Canel de Pitre, le parti animaliste, petit parti qui espère bien gagner en visibilité grâce à cette élection, et enfin, Vivons le Havre, la liste menée par Guillaume Miller, sans étiquette. Voilà donc pour les candidats, et concrètement, comment s'est déroulée la campagne au Havre? Alors sachez que la campagne était mouvementée, car l'écho national qu'elle a eu avec Édouard Philippe Premier ministre fait que tous les regards se tournent vers le Havre et que la campagne est très rude, beaucoup plus que les années précédentes. Alors bien évidemment, on peut citer les débats houleux, par exemple lorsque Frédéric Goussard, le candidat RN, a qualifié Édouard Philippe lors des débats sur France 3 de candidat intérimaire qui se garde un siège au chaud pour après la Matignon, je cite. On note également les dégradations de permanence et les échauffourées de meeting du candidat de la majorité, dans un climat de défiance, les gilets jaunes toujours mobilisés. Le contexte social est toujours épineux au Havre, en témoigne le taux de chômage qui culmine à 10,5%, c'est le plus haut taux de la région, alors que l'emploi, notamment dans la zone industrielle ou portuaire, ne manque pas. Actuellement, qui est le favori du scrutin pour demain? Pour le moment, le favori de cette élection est bel et bien Édouard Philippe. Beaucoup ici dressent un bilan plutôt positif de son mandat. D'ailleurs, en 2014, il avait remporté la majorité absolue dès le premier tour. Sa candidature est également favorisée par la dispersion à gauche, entre les listes lutte ouvrière, communiste et écologiste socialiste, alors même que LR, son ancien parti, n'envoie personne face à lui sans pour autant le soutenir. Cependant, il ne faut pas oublier que le Havre est un ancien bastion communiste et que sa position de Premier ministre pourrait peut-être lui nuire, notamment quelques semaines après l'utilisation du 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites à l'Assemblée. Une partie de l'opposition crie donc à un référendum anti-Édouard Philippe, alors que les résultats de l'élection pourraient avoir un impact sur l'avenir de l'actuel Premier ministre à Matignon. On l'a donc bien compris François, le résultat de l'élection semble assez incertain. Cependant, un mot pour finir des sondages, histoire d'avoir un aperçu de ce qui pourrait bien se passer demain. Eh bien, un sondage IFOP du 4 mars dernier donnait Édouard Philippe en tête au premier tour avec 42% des voix, suivi des communistes avec 25% des voix, des écologistes avec 16% des suffrages et du RN avec 10% des bulletins exprimés. Rien n'est gagné donc pour le parti présidentiel, puisque les résultats du deuxième tour seraient très incertains. Les listes de gauche pourraient bien fusionner, représentant un danger sérieux pour Édouard Philippe.
Sans compter que la liste de Frédéric Roussard, candidat RN, pourrait se maintenir pour former une triangulaire. Rien n'est donc fait au Havre. Merci beaucoup François, notre correspondant normand pour les élections municipales. Merci Noah. Information coronavirus. Vous voulez voter ce week-end? Voici les bons gestes à adopter. Lavez-vous les mains en entrant dans le bureau de vote et en le quittant. Restez à une distance raisonnable des autres électeurs. N'hésitez pas à venir avec votre propre stylo à encre noir ou bleu et votre bulletin de vote si vous l'avez reçu par courrier. Enfin, dans la mesure du possible, privilégiez les créneaux de moindre affluence, le milieu de matinée et le début d'après-midi. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du gouvernement. France Info. Émission spéciale municipale. Noah Vallée. Merci d'écouter France Info. Dans un instant, nous terminerons cette émission spéciale à Montigny, le Bretonneux et à Bourges. Avec nos correspondants, nous verrons les enjeux du scrutin de demain. Mais d'abord, à 19h50, on vient de l'apprendre, le Premier ministre s'est exprimé. Édouard Philippe annonce la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les restaurants, cafés, commerces non essentiels, cinéma et discothèques à partir de minuit. Enzo Romano, vous avez toutes les infos. Il est 19h50, le fil info. Effectivement, Noah, et c'est même à partir de ce soir que tous ces lieux non indispensables à la vie du pays vont être fermés, annonce Édouard Philippe il y a une dizaine de minutes. Sont concernés donc, vous l'avez dit, les cafés, les restaurants, les boîtes de nuit et tous les commerces non essentiels. Seuls les pharmacies, les commerces alimentaires, les stations-service, les banques, les bureaux de tabac resteront ouverts, tout comme les services publics. Toujours concernant le Covid-19, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a présenté tout à l'heure un nouveau bilan faisant état de 800 nouveaux cas avérés depuis jeudi soir, portant le bilan à 3661 contaminés diagnostiqués. En Irak, une base américaine a de nouveau été la cible de roquettes 3 jours après une attaque mortelle lors de laquelle 2 soldats américains et un Britannique avaient été tués. Les États-Unis ont riposté en menant dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes ayant visé, selon Washington, des bases des brigades du Hezbollah. Vous écoutez France Info, 19h51 après ces annonces du Premier ministre. Les informés seront évidemment en édition spéciale pour vous tenir informés de tout ce qui se passe. France Info. Et tout est plus clair. Retour dans le centre, à Bourges, ville du printemps, malheureusement annulée cette année, où notre correspondant Antoine Ricard nous donne les éléments clés pour appréhender le scrutin dans la capitale du Berry. À Bourges, ancien fief communiste, et ville acquise au centre droit depuis 25 ans et dans laquelle la majorité présidentielle a recueilli un quart des voix européennes, la République En Marche soutient le maire sortant et président de l'agglomération, étiqueté Mouvement Radical, Pascal Blanc, avec un renfort du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Dans la ville-préfecture, la majorité macroniste a préféré s'appuyer sur le sortant et associer sur la liste plusieurs de ses membres plutôt que de présenter le député de la première circonscription issue de ses rangs, circonscription du Char-Nord, qui s'appelle François Cormier, premier à se déclarer dès juin dernier. Il faut noter d'ailleurs qu'à Bourges, comme ailleurs dans le département du Cher, le parti macroniste ne fait que soutenir des candidats, pas d'étiquetage officiel. Il faut dire que l'électorat berruyer, et plus généralement berrichon, peut s'avérer assez hostile à ce qui vient au nord de Paris. Face à Pascal Blanc dans cette quête d'un second mandat, il y a son directeur de campagne en 2014, Philippe Mouny, adhérent aux Républicains, qui s'est vu amputé de ses délégations d'adjoints au printemps dernier suite notamment à une abstention simple sur le vote du budget. Il y a également une gauche divisée, 2 candidats d'une gauche généraliste, Irène Félix, d'Hiver Gauche, finaliste en 2008 et 2014 sous la bannière socialiste, et l'ancien député Yann Gallu, avocat, soutenu par le PCF, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et Génération S, tous les 2 conseillers départementaux qui n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente. Par ailleurs, la liste lutte ouvrière sera également portée, comme d'habitude, par Colette Corda. Les questions berruyères sont plutôt classiques, à savoir la sécurité, l'environnement, les transports et la culture. Autrefois précurseur sous le mandat de Serge Pelletier, ancien ministre de l'écologie, Bourges est une belle endormie qui espère être réveillée. Réponse dimanche, 20h. Antoine Ricard, Tours, France Info. Voilà, Antoine Ricard, correspondant de France Info pour les municipales. Et pour refermer ce tour de nos correspondants pour les municipales, nous partons découvrir en région Île-de-France, dans les Yvelines, Montigny, le Bretonneux, où vous allez voir, les enjeux du scrutin de demain sont aussi importants dans cette ville de 33 000 habitants. Mathieu Langlois. Ici, à Montigny, le Bretonneux, la situation est assez particulière. 3 listes se portent candidates aux élections municipales de demain. Tout d'abord, la liste Montigny Ensemble est menée par Laurent Merker, ancien chef de cabinet du maire. Il est un peu le successeur des maires précédents dans la lignée qu'on pourrait qualifier de dynastique de Nicolas Bou, qui fut maire de Montigny entre 1977 et 2004,
c'est-à-dire pendant la période de construction de la ville nouvelle, transformant Montigny, petit village de plusieurs centaines d'habitants en 1975, en une grande ville de plus de 32 900 habitants en 2017. Ensuite viennent deux listes au programme assez similaires. Tout d'abord, la liste Montigny Solidarité 2020 est menée par Pierre Desjean. Elle se réclame de gauche, avec le soutien du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et de divers partis de gauche. Et enfin, la liste MAIMES pour Alternative Unimontaine Écologique et Solidaire, qui est en fait un collectif pour une démocratie participative dont la tête de liste est composée d'un binôme, Vivien Gasque et Caroline Scao. La particularité de ces deux dernières listes est en fait qu'elles sont originaires d'une même association portant les valeurs de l'écologie et de la solidarité, entre autres, mais en fait la division s'est faite à cause d'un problème de soutien de partis politiques, une partie voulant le soutien du PS d'Europe Écologie Les Verts entre autres, et l'autre voulant rester éloigné de toute formation politique nationale. Les trois têtes de liste ont participé le 9 février dernier sur TV78, la chaîne de télévision locale, à un débat, et voici tout d'abord la réponse de Pierre Desjean à la question « Pourquoi les Ignemontains devraient voter pour vous ?» Alors pourquoi est-ce que les Ignemontains devraient s'engager sur notre liste? Eh bien justement parce que nous réclamons très clairement de toutes les valeurs de gauche. Et que pour nous, ça a une signification. Les partis politiques ont connu, disons, quelques errements parfois. C'est dommage, nous le déplorons tous. C'est largement dû à un certain nombre de personnes qui ont été au moment des responsabilités. Mais pour nous, ça ne change pas les valeurs. Une caractéristique justement de notre collectif, c'est qu'il regroupe tout l'arc de la gauche, à peu près tout l'arc de la gauche, et sans que nous mettions en avant les partis, justement à cause de cela. Et nous avons aussi des militants associatifs comme Attaque par exemple, mais nous avons aussi des militants sur des causes humanitaires, humanistes ou du bien-être animal. C'est-à-dire que nous recouvrons toute l'arc, je veux dire, qui met l'humain et le vivant au cœur de notre projet. Voici la réponse de Laurent Merker à la même question. Alors effectivement, je vais conduire la liste Montigny Ensemble. Je tiens à rendre hommage tout d'abord à la liste actuelle puisque le travail est encore en cours et on a pu le présenter aux habitants par le biais du bilan, proposer un programme très ambitieux sur toute la durée de ce mandat qui a été porté par Jean-Luc Gourgaud et précédemment par Michel Laugier qui s'était présenté en 2014 avec un programme très très ambitieux. Donc un bel hommage à ces personnes qui ont vraiment travaillé énormément. Et effectivement aujourd'hui, moi j'arrive avec cette expérience de 19 ans en tant que directeur de cabinet, aux côtés d'abord Nicolas Abou, puis Michel Laugier et Jean-Luc Gourgaud ces dernières années. 19 ans de travail de gestion de dossiers, mais aussi par mon tempérament d'accompagnement des habitants, puisque j'ai toujours été au cours de ces 19 ans sur le terrain, aux côtés des associations, aux côtés des amicales de locataires, des conseils de quartier. Et donc c'est fort de cette expérience à la fois des dossiers, mais aussi de la connaissance des habitants que je me présente à eux. Vous l'avez dit, j'ai une liste qui sera renouvelée à 50%, c'est-à-dire que j'ai des personnes avec moi qui sont expérimentées, qui ont déjà l'habitude de gérer soit des délégations, soit des conseils de quartier, et c'est important, je trouve. Et en même temps, j'ai 50% de personnes qui arrivent, essentiellement des personnes jeunes, qui sont issues de tous les quartiers, qui représentent toutes les catégories socio-professionnelles, des personnes qui viennent du milieu associatif, des conseils de quartier, donc des gens qui se sont engagés déjà bénévolement pour la ville depuis plusieurs années. Et c'est une liste ouverte, je peux le préciser, pour toutes ces personnes que j'ai fait rentrer dans l'équipe, je n'ai demandé à aucune quelles étaient leurs opinions politiques, ce n'est pas mon sujet, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'elles avaient proposé pendant des années sur la ville pour les habitants. Et voici enfin la réponse de Vivien Gasque à la question « Pourquoi les Ignemontains devraient voter pour vous ?» Alors effectivement, je représente un collectif citoyen du nom de M, donc Alternative Unimontaine Écologique et Solidaire. Ce collectif est composé de personnes qui sont engagées, voire très engagées, dans des associations de la ville ou des associations nationales. Des gens qui ont envie de contribuer, des citoyens qui ont envie de contribuer à la vie de la cité. C'est un ensemble très, très mixte, très collectif, qui se retrouve dans quelques valeurs fortes.
Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on est apartisan qu'on ne se retrouve pas dans un certain nombre de valeurs. Donc, l'attention portée aux générations futures et à la préservation de la planète, l'accueil de la différence, la solidarité et puis la responsabilité citoyenne pour ne citer que celle-ci. Depuis le mois de septembre, nous sommes allés à la rencontre des habitants de la ville de Montigny. Nous avons échangé avec eux, nous avons recueilli leurs propositions, leurs attentes, leurs critiques aussi du travail réalisé par la municipalité sortante, de façon à pouvoir commencer à écrire un programme. Je crois qu'on a beaucoup intéressé par une posture qui a été constructive, ouverte et caractéristique unique dans cette campagne, affranchi de tout parti politique. Tout le monde va vous dire « je ne suis pas, je ne représente pas tel ou tel parti politique ». Pour autant, comme on peut le constater avec M. Maher-Kaher, qui revendique l'étiquette de droite des Républicains, par exemple, pour ne citer que celui-ci, on est, nous, dans une posture tout à fait différente. Donc on a tenu 4 assemblées citoyennes depuis le mois de novembre, fort de ces constats initiaux, qui nous ont permis de rédiger un manifeste, d'élaborer un programme, de hiérarchiser des propositions, de constituer la liste dans des assemblées citoyennes ouvertes et participatives, de désigner notre binôme tête de liste, puisque c'est bien d'un binôme qu'il s'agit avec Caroline Scao, et puis d'organiser aussi notre campagne de façon ouverte. Petite touche finale, la rédaction d'une charte éthique dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard. Donc voilà, nous sommes prêts. Et c'est une équipe en qui 2014, se mobilise et pas un homme seul. Michel Laugier conduisait la liste Montigny Ensemble et il avait été élu dès le premier tour avec plus de 62% des voix. Mais aujourd'hui, la donne a changé avec la liste M en particulier qui incarne un renouveau de la gauche. Mais on verra tout ça dans les urnes demain à partir de 8h. Mathieu Langlois en région Île-de-France à Montigny-le-Bretonneux, merci beaucoup. Vous écoutez France Info, c'est la fin de cette émission spéciale municipale. Les informés dans un instant. Bienvenue à tous, il est 20h. Le journal tout de suite à 20h avant les informés dans moins de 2 minutes. Et alors que le bilan français du Covid-19 fait maintenant état de 4500 cas avérés de contamination et 91 morts, Édouard Philippe annonce à l'instant le passage au stade 3 ainsi que la fermeture à partir de ce soir de tous les lieux non indispensables à la vie du pays. Cafés, restaurants, boîtes de nuit et tous les commerces non essentiels ne réouvriront donc pas leurs portes demain matin. Seuls les stations-service, les commerces alimentaires, les banques, les bureaux de tabac ainsi que les services publics resteront ouverts. La base américaine en Iran, une base américaine a de nouveau été la cible de roquettes 3 jours après une attaque mortelle lors de laquelle 2 soldats américains et un Britannique avaient été tués. Les États-Unis ont riposté en menant dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes ayant visé, selon Washington, des bases des brigades du Hezbollah. Vladimir Poutine a signé la vaste réforme constitutionnelle, lui, accordant notamment le droit d'effectuer 2 mandats supplémentaires. Cette nouvelle loi de 68 pages, lui, permettrait de se représenter à la présidence en 2024 et en 2030, mais avant cela, elle doit être avant tout définitivement approuvée lors d'un vote populaire prévu le 22 avril. Excusez-moi, dans le même temps, les restrictions de voyage se multiplient. Il est impossible, par exemple, d'aller aux États-Unis, où Donald Trump, notamment le président, s'est fait dépister. Les résultats devraient être connus dans les heures à venir. Toujours concernant le Covid-19, les grandes enseignes assurent qu'il n'y a pas de pénurie structurelle. Auchan, par exemple, tente de rassurer ses clients en leur envoyant des emails pour leur expliquer que malgré quelques rayons vides, des entrepôts permettent de ravitailler les magasins pendant plusieurs mois. Il est 20h03, les informés avec Olivier Delagarde arrivent dans quelques instants. France Info, édition spéciale. Bonsoir à tous, on vous avait effectivement prévu une édition des informés telle que le samedi devait évidemment se passer. Et puis...